L'eau que vous buvez tous les jours cache un secret gigantesque. Un mystère si complexe que même les scientifiques les plus brillants du monde n'ont pas encore réussi à le résoudre complètement. Une découverte qui va complètement changer votre vision de l'univers. L'eau qui vous maintient en vie ne vient probablement pas de la Terre. Réfléchissez-y un instant. Cette eau transparente qui remplit les océans, coule dans les rivières et constitue 70% de votre corps, est une voyageuse de l'espace qui a peut-être parcouru d'énormes distances avant de vous atteindre. Les molécules que vous utilisez pour vous hydrater sont peut-être nées au cœur d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Certains scientifiques pensent que cette eau est arrivée lors de collisions gigantesques avec d'anciens comètes et astéroïdes, comme une pluie spatiale qui aurait ensemencé notre planète d'eau. D'autres affirment qu'elle a toujours été là, emprisonnée dans les profondeurs de la Terre depuis l'époque où tout n'était que magma brûlant et obscurité totale. Mais si la vérité était encore plus folle, cachée parmi des explosions d'étoiles, dans les recoins les plus éloignés de l'espace que nous ne pourrons jamais visiter, dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de cette substance extraordinaire, retraçant son voyage depuis les premiers instants après le Big Bang jusqu'au mystérieux océan souterrain des lunes de Neptune, des restes de supernovas jusqu'aux isotopes microscopiques emprisonnés dans des cristaux de zircon. Car comprendre comment l'eau nous est parvenue n'est pas seulement une curiosité scientifique. Cela pourrait être la clé pour découvrir si nous sommes une anomalie cosmique ou si l'univers entier est au fond un vaste océan regorgeant de vie qui attend d'être découverte. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple que H2O pouvait renfermer des secrets si profonds? L'histoire commence avec ses ingrédients fondamentaux, l'hydrogène et l'oxygène, qui ont eu des origines complètement distinctes dans la chronologie universelle. L'hydrogène, l'élément le plus abondant du cosmos, est apparu dans les premières minutes après le Big Bang, quand l'univers n'était encore qu'un plasma surchauffé, pendant un processus appelé nucléosynthèse primordiale. Cet élément primordial s'est répandu dans tout l'espace naissant, formant la base de tout ce qui allait suivre. L'oxygène, quant à lui, a suivi un chemin très différent. Absent de l'univers primitif, il n'a commencé à exister que des milliards d'années plus tard, forgé exclusivement dans les fournaises nucléaires d'étoiles massives. Ces étoiles, après avoir épuisé leur combustible, ont explosé lors d'événements cataclysmiques appelés supernovas, projetant de l'oxygène et d'autres éléments lourds à travers le vide spatial. Pensez aux implications de cela. Chaque molécule d'eau qui touche votre corps contient un élément né dans le premier souffle de l'univers, et un autre qui n'est apparu que lorsque des étoiles géantes sont mortes dans des explosions qui pourraient engloutir des systèmes solaires entiers. Deux origines totalement différentes, séparées par des milliards d'années, unies dans une molécule qui fait maintenant partie de vous. Ces éléments ont voyagé à travers le cosmos dans des nuages de poussière stellaire, ont été absorbés par des nébuleuses en formation et se sont accumulés dans des systèmes planétaires naissants. Et lorsqu'ils se sont finalement rencontrés dans des conditions idéales, l'hydrogène et l'oxygène se sont unis pour former la molécule la plus vitale de l'univers, H2SO. Cela signifie que, bien avant que la Terre n'existe même en tant que concept, l'eau était déjà une possibilité cosmique, un héritage inévitable du chaos et de l'ordre stellaire. C'est pourquoi nous détectons de l'eau dans tout l'univers observable. Nous en trouvons des traces dans les comètes gelées, sur des lunes lointaines, dans les atmosphères d'exoplanètes et même dans de vastes nuages interstellaires qui flottent entre les systèmes stellaires. Il y a quelque chose de presque poétique à savoir que la substance qui nous maintient en vie est née de la mort explosive d'anciennes étoiles, n'est-ce pas? Et cela nous amène à une question encore plus troublante. Si l'eau est si répandue dans le cosmos, la vie pourrait-elle l'être aussi? Mais avant de rechercher des civilisations extraterrestres, nous devons comprendre comment cette eau voyageuse se distribue, en commençant par notre propre système solaire. Vous pensez que notre planète bleue détient le monopole de l'eau dans le système solaire? La réalité est bien plus fascinante. Certaines des réserves aquatiques les plus impressionnantes ne sont pas ici, mais cachées sous la surface gelée de lunes lointaines qui orbitent autour de planètes géantes. Europe, l'une des lunes de Jupiter, dissimule sous sa croûte de glace un océan liquide qui contient environ 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Encelade, satellite de Saturne, expulse des geysers d'eau salée à travers des fissures dans sa surface glacée, capturées dans des images spectaculaires par la sonde Cassini. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, abrite plus d'eau que la planète Terre elle-même. Et nous ne parlons pas de théories spéculatives, ce sont des faits confirmés par de multiples missions spatiales,
comme si l'univers révélait progressivement ses secrets aquatiques. Et en nous approchant de Neptune, les choses deviennent encore plus extraordinaires. Sur ce géant glacé, l'eau n'existe pas seulement dans les états conventionnels que nous connaissons. Les scientifiques ont identifié au moins 20 formes différentes de glace, chacune avec des propriétés uniques qui définissent notre compréhension terrestre. Une de ces formes exotiques est la glace superionique, une structure où les atomes d'oxygène forment un réseau cristallin rigide, tandis que les protons d'hydrogène circulent librement comme un liquide, permettant à la glace de conduire l'électricité comme un métal. Une forme d'eau qui ne ressemble même pas à de l'eau, existant à des pressions 1,5 million de fois supérieures à l'atmosphère terrestre et des températures qui rivalisent avec la surface du Soleil. Et si nous élargissons notre recherche au-delà de Neptune, aux frontières gelées du système solaire, là nous trouvons la ceinture de Kuiper, et beaucoup plus loin, le mystérieux nuage d'Oort, de véritables réservoirs cosmiques peuplés de billions de comètes chargées de glace primordiale. Certains de ces objets voyagent silencieusement, pendant des milliards d'années sur d'énormes orbites, jusqu'à ce que des perturbations gravitationnelles les propulsent vers le système solaire interne, où ils finissent par entrer en collision avec des planètes et, potentiellement, livrer de l'eau. Il existe une hypothèse intrigante selon laquelle une grande partie de l'eau terrestre proviendrait précisément de ces régions lointaines. Mais cela nous amène à la question centrale qui tourmente les scientifiques depuis des décennies. Comment l'eau est-elle finalement arrivée sur notre planète? Apparemment simple, cette question divise la communauté scientifique en théories concurrentes qui tentent d'expliquer comment une planète formée dans la zone habitable du système solaire, suffisamment chaude pour faire fondre la roche, a réussi à accumuler autant d'eau à sa surface. Il existe deux grands courants de pensée. Le premier, connu sous le nom de théorie de l'origine externe, propose que l'eau de la Terre ait été livrée après la formation de la planète, principalement par l'impact de comètes et d'astéroïdes riches en glace pendant une période tumultueuse de l'histoire solaire. Cette idée a gagné en popularité car les bombardements violents du passé lointain représenteraient un mécanisme parfait pour importer de l'eau sur une jeune planète aride. Et ces impacts n'étaient pas rares. Pendant une phase connue, sous le nom de grand bombardement tardif, il y a environ 4 milliards d'années, la Terre a été implacablement frappée par des objets provenant des régions externes du système solaire. Imaginez le scénario apocalyptique. Une pluie incessante de roches spatiales, beaucoup plus grande que des villes entières, entrant en collision avec la croûte terrestre encore en formation. Chacun de ces impacts catastrophiques aurait pu déposer des volumes immenses de glace, qui a ensuite fondu et s'est incorporé à la géologie naissante de la planète. C'est presque comme une livraison programmée à l'échelle cosmique. Cependant, le second courant, la théorie de l'origine interne, soutient que l'eau était présente depuis le début de la formation planétaire. Selon cette vision, l'hydrogène et l'oxygène se seraient combinés pendant le processus même d'accrétion qui a formé la Terre, l'eau étant initialement stockée dans des minéraux profonds ou progressivement libérée par des volcans primitifs à mesure que la planète se refroidissait. Cette perspective nous place devant une énigme fascinante. L'eau que nous buvons est-elle violemment tombée du ciel ou a-t-elle patiemment émergé des profondeurs terrestres? Un dilemme qui a inspiré des débats scientifiques passionnés et des découvertes qui remettent en question nos certitudes les plus fondamentales. L'hypothèse des comètes comme principaux transporteurs d'eau vers la Terre semblait irréfutable, jusqu'à ce que des analyses isotopiques plus précises commencent à compliquer cette narration. En examinant méticuleusement la composition de l'hydrogène présent dans les comètes, les scientifiques ont découvert une discordance significative. La proportion de deutérium, un isotope lourd de l'hydrogène, dans de nombreuses comètes, ne correspondait pas à la signature chimique de l'eau des océans terrestres. Des comètes célèbres et bien étudiées, comme la comète de Halley, présentèrent des rapports deutérium-hydrogène drastiquement différents de ceux trouvés dans les eaux terrestres, environ 2 fois plus élevés. C'était comme comparer des empreintes digitales et découvrir qu'il n'y avait pas de correspondance. Cette découverte a sérieusement ébranlé la théorie de l'origine externe, forçant les chercheurs à reconsidérer leurs conclusions. Cependant, en 2011, un revirement, la comète 103P Hartley 2, originaire de la ceinture de Kuiper, a montré une composition isotopique étonnamment similaire à celle de l'eau terrestre. Sa signature chimique était presque identique à celle de nos océans, ressuscitant partiellement la théorie cométaire.
Cette découverte révélatrice suggérait que ce n'étaient peut-être pas toutes les comètes qui avaient contribué à nos ressources hydriques, mais seulement des types spécifiques provenant de certaines régions du système solaire. Parallèlement, des analyses de météorites chondritiques, fragments primitifs du système solaire initial, ont montré des compositions isotopiques remarquablement proches de celles de la Terre. Ces astéroïdes rocheux, formés à la même époque que notre planète, auraient pu être des contributeurs plus significatifs que les comètes elles-mêmes. Ces preuves contradictoires nous placent devant un scénario complexe. Nous ne pouvons plus simplement affirmer que l'eau est venue de l'espace. Nous devons préciser quelle eau, de quels objets spatiaux et dans quelles proportions. Le défi consiste à identifier exactement quels corps célestes partagent la même signature chimique que notre eau terrestre, et comprendre pourquoi certains sont si similaires tandis que d'autres sont complètement différents. Un indice qui commence à suggérer que nous sommes peut-être face à un puzzle beaucoup plus complexe, possiblement une combinaison de plusieurs sources cosmiques différentes. Alors que les yeux de la science étaient tournés vers le ciel, cherchant des réponses dans les comètes, des indices révolutionnaires ont commencé à émerger des profondeurs de la Terre elle-même. En 2014, des scientifiques analysant de minuscules cristaux de zircon vieux de plus de 4,4 milliards d'années, presque aussi anciens que la planète elle-même, ont trouvé des indications sans équivoque que la Terre possédait déjà de l'eau avant même la période du grand bombardement tardif. Ces cristaux anciens, véritables capsules temporelles géologiques, contenaient des inclusions d'oxygène avec des signatures isotopiques qui n'auraient pu se former qu'en présence d'eau liquide. Cela signifie que notre planète était déjà humide dans les 100 premiers millions d'années de son existence, bien avant que les supposées comètes porteuses d'eau n'aient pu arriver en masse. Cette découverte a considérablement renforcé la théorie de l'origine interne, suggérant que l'eau était incorporée aux minéraux terrestres depuis la naissance de la planète. Plus impressionnant encore, des modèles géophysiques récents indiquent que le volume d'eau présent dans le manteau terrestre pourrait largement dépasser ce que nous voyons en surface. Des estimations conservatrices suggèrent que les 2/3 de l'eau totale de la planète pourraient être piégées dans des couches profondes, invisibles à nos yeux. L'un des indicateurs les plus fascinants de cet océan intérieur est apparu en 2014, lorsque des chercheurs ont découvert un minéral rare appelé ringoudite dans un diamant formé à 700 km de profondeur. Ce fragment microscopique de ringoudite contenait environ 1% de sa masse en eau, chimiquement liée à sa structure cristalline. En extrapolant cette concentration à l'ensemble du manteau terrestre, les scientifiques ont calculé qu'il pourrait y avoir un volume d'eau équivalent à plusieurs océans atlantiques, circulant lentement dans les couches internes de la Terre, non pas sous forme de lacs souterrains, mais de molécules incorporées à la structure minérale même des roches mantéliques. Cette eau profonde a peut-être été progressivement libérée vers la surface par une intense activité volcanique, alimentant les océans primitifs et l'atmosphère naissante. Imaginez la Terre comme un réservoir gigantesque libérant lentement son contenu aqueux sur des milliards d'années, une version planétaire d'une éponge cosmique progressivement pressée par la pression géologique. Cette vision révolutionnaire nous amène à envisager la possibilité que notre planète portait son propre approvisionnement en eau depuis le début, comme un cadeau enveloppé dans sa composition originelle. Mais alors, s'il existe des preuves tant d'une origine interne qu'externe, sommes-nous face à une fausse dichotomie ? Serait-il possible que les deux théories soient partiellement exactes après des décennies de controverses, des milliers d'analyses en laboratoire et de multiples missions spatiales? La communauté scientifique commence à converger vers une explication surprenante. L'eau terrestre a probablement une origine mixte. Une partie d'elle, peut-être une quantité significative, était déjà présente dans les matériaux qui ont formé la Terre, chimiquement liés à des minéraux depuis les débuts du système solaire. Une autre partie est arrivée ultérieurement par l'impact d'astéroïdes et de comètes spécifiques qui, par hasard cosmique, avaient des compositions isotopiques compatibles avec l'eau déjà présente. Cette théorie hybride, en combinant des éléments des deux hypothèses précédentes, offre l'explication la plus complète pour les preuves disponibles. Elle concilie la présence d'eau dans les zircons anciens avec les similitudes isotopiques entre l'eau terrestre et certains corps célestes. Elle explique également pourquoi certains astéroïdes ont des signatures chimiques si proches de celles de la Terre, probablement parce qu'ils se sont formés dans la même région du disque protoplanétaire, partageant des matériaux primordiaux similaires. Cette révélation transforme profondément notre compréhension non seulement de la Terre, mais aussi de la façon dont les systèmes planétaires se développent.
Si l'eau est un composant naturel et attendu dans la formation des planètes rocheuses, pas une anomalie ou une livraison fortuite, alors elle peut être en train de s'accumuler en ce moment même dans d'innombrables mondes en formation à travers la galaxie. Et là où il y a de l'eau, la possibilité de vie cesse d'être une coïncidence improbable pour devenir une conséquence presque inévitable de la chimie cosmique. Cette nouvelle compréhension nous place devant un univers potentiellement beaucoup plus habitable que nous ne l'avons jamais imaginé. L'eau, cette substance extraordinaire qui a traversé des milliards d'années et des distances inimaginables pour nous atteindre, pourrait être le lien universel qui connecte toute vie possible dans le cosmos. Une substance qui, dans son apparente simplicité, porte l'histoire complète de l'évolution universelle, depuis les premiers instants après le Big Bang jusqu'aux pensées qui circulent maintenant dans votre cerveau pendant que vous regardez cette vidéo. Maintenant que vous avez plongé dans les profondeurs de ce mystère aussi ancien que le temps lui-même, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Combien d'autres choses, apparemment ordinaires, comme un simple verre d'eau, cachent des récits épiques qui s'étendent sur des milliards d'années et jusqu'aux confins de l'univers observable? La véritable beauté de la science ne réside pas seulement dans les réponses définitives, mais dans les questions transformatrices qu'elle nous inspire à poser. Et la question sur l'origine de l'eau terrestre nous conduit inévitablement à des interrogations encore plus profondes et troublantes. Si l'eau est si commune dans le cosmos, sommes-nous vraiment seuls dans ce vaste océan cosmique? La vie que nous connaissons est-elle une exception statistique extraordinaire, ou simplement le premier exemple d'un modèle universel que nous n'avons pas encore pu détecter? Pensez aux molécules d'eau qui circulent en ce moment dans votre sang, hydratant vos cellules et rendent possible chaque processus biochimique de votre corps. Certaines d'entre elles ont peut-être voyagé à travers le noyau incandescent d'étoiles éteintes depuis longtemps. D'autres sont peut-être arrivées sur Terre à bord d'un astéroïde venu d'une région du système solaire que nous pouvons à peine visualiser avec nos télescopes les plus puissants. Et d'autres encore ont peut-être émergé des profondeurs planétaires, emprisonnées pendant des milliards d'années avant d'atteindre finalement la surface. Et plus important encore, que faites-vous de cette connaissance que vous venez d'acquérir? Change-t-elle votre façon de voir le monde? Augmente-t-elle votre intérêt pour la nature? Renforce-t-elle votre désir de découvrir davantage sur les mystères qui existent encore? Si ces idées ont éveillé votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne maintenant même, activez les notifications et venez avec nous découvrir les secrets que l'univers cache encore. Parce qu'ici, la connaissance n'est que le commencement.